m'entend? On t'entend très Bonjour à tout bien. le monde. On voit tes slides. Tu peux y aller. Très bien. Je vais bien démarrer par mentionner le fait que je travaille pour Skydron et contrairement à ce que mon prénom indique, le français n'est pas ma langue maternelle et par conséquent, je m'excuse pour ce fait-là. Il y a une petite avantage, c'est que s'il y a des gens qui veulent poser des questions en irlandais ou en anglais, je dirais n'hésitez pas, c'est le seul avantage du fait que je suis pas francophone, en tout cas pas suffisamment pour être tout fier. Démarrons. En effet, le sujet était sur la réglementation et vous pouvez peut-être vous poser des questions sur le fait c'est qui Skydrone. Mais je vais vite vous mentionner que Skydrone est une filiale de Skies et par conséquent, je suis pas vraiment lié au DGTA et pas vraiment lié directement aux réglementations, à part le fait que dans Skydrone, on a quand même participé à pas mal de groupes de travail aussi bien au niveau belge dans le Belgian Civil Drone Council qu'au niveau européen. J'étais membre d'un groupe de travail EASA pour l'établissement, entre autres, du Implementing Act. Pour le reste, je ne vais pas élaborer à ce que Skydrone fait. Il faut juste savoir qu'on fait nos mieux de automatiser le plus les vols. Et en effet, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et pour ça, je peux peut-être faire référence tout d'abord aux gestions de trafic plutôt routière. Et j'aime toujours bien utiliser ce photo-là qui montre une vue du Fifth Avenue à New York en 1900. Et je vous demande d'essayer de trouver la voiture entre tous les chariots et les chevaux qui sont là. Ben, je vais vous aider. Il y en a une seule qui est au milieu de l'écran. Et regardons maintenant, je dirais, le même endroit, mais en 1913, c'est-à-dire 13 ans plus tard. Le vue a tout à fait changé. Et le défi maintenant, c'est de plutôt trouver le cheval et le chariot, mais je vais vous aider aussi. Il y a une seule, là, au milieu de l'image. Juste pour vous dire que, contrairement peut-être à ce qu'on a vu dans le monde d'aviation habité, la réglementation a toujours évolué très, très, très lentement. Maintenant, avec l'arrivée des drones, tout ça va vite. Et la dernière comparaison que j'aimerais toujours faire en termes de routière ou réglementation routière, voici une démonstration d'une loi qui était d'application en Angleterre jusqu'à, je crois, début 1900, qui obligeait les gens, s'ils voudraient bien entrer en ville, de limiter sa vitesse à 6 km par heure et d'être accompagné de quelqu'un avec un drapeau rouge avant la voiture. Et pourquoi est-ce que je le mentionne? C'est juste pour dire qu'en effet, la réglementation parfois, et plutôt toujours, a un impact gigantesque au développement économique d'un secteur. Et je crois que c'est certainement vrai dans tout ce qui est secteur drone. Et pour démarrer à ce sujet-là, en effet, on connaît tous l'arrêté royal qui date de 2016. Le but d'aujourd'hui, c'est de vous aider à comprendre un peu les nouveaux règles qui sont d'application à partir du 1er janvier. Je ne vais pas parler de U-Space parce que c'est une réglementation qui est en train d'être établie et qui va certainement avoir un impact gigantesque aussi, mais pas avant 22-23. Mais bon, ça va arriver très vite. Démarrons peut-être avec l'agenda. Juste pour vous dire, il y a probablement des slides sur lesquels il se trouve beaucoup d'informations. J'ai néanmoins essayé de les garder parce que j'espère, ou en tout cas je peux l'espérer, que ça peut être éventuellement utilisé comme un document de référence. Ce sera disponible sur le site internet de ID2Move. D'ailleurs, vous avez vu mon nom et mon adresse email plutôt à la première page. N'hésitez pas à prendre contact avec moi en utilisant cette adresse email. Mais bon, pour démarrer, quels sont les concepts qui sont quand même importants aussi bien dans le KB existant que dans le nouveau réglementation, c'est de quand même faire la distinction entre ces trois concepts-là que j'essaie de montrer ici. Et c'est tout d'abord le vol, et on connaît tous que c'est un vol ou une exploitation d'UAS, comme on dit en français, c'est-à-dire une opération qui prend plusieurs vols, mais bon, je vais laisser ça, mais il est fortement important quand même de toujours comprendre la distinction entre un pilote et un operator en anglais, un exploitant. Cette différence existait déjà dans l'arrêté royal existante. Un pilote, évidemment, c'est la personne et par défaut,
par définition, c'est une personne qui exécute le vol, qui a le contrôle du drone. L'opérateur, c'est l'entité légale et ça peut être une société qui est responsable pour l'exécution de ce vol-là. Et cette distinction reste. Je ne vais pas élaborer sur l'arrêt royal existante. On connaît, je dirais, la distinction qui se fait en termes de risque, récréationnel jusqu'aux classes 1. Il y avait pas mal de complexité en termes de manuel d'opération. C'est quoi un pilote? C'est quoi? À quel moment est-ce que mon drone doit être immatriculé? À quel moment il doit être homologué? Il y a des dérogations, des notifications. Tout ça n'était pas très simple, mais un avantage qu'on a maintenant, c'est que si je peux vous donner un seul conseil, c'est d'oublier tout. À partir du 1er janvier, tout change. Il n'y a pas d'équivalent qu'on peut retrouver dans le nouveau réglementation européen et l'ancienne réglementation belge. Il y a vraiment presque pas d'équivalence qui sont à trouver. Et par conséquent, je dirais, essayez d'oublier tout. Je vais déjà essayer de répondre, ou en tout cas de poser pas mal de réponses à vos questions, mais je vais aussi laisser pas mal de temps à la fin afin de permettre de poser des questions. D'où vient cette nouvelle réglementation européenne? Ben, ça se base sur ce qu'on appelle les EASA Basic Regulations, c'est-à-dire ça permet ou ça a permis à l'EASA à prendre contrôle sur la réglementation pour des drones en dessous de 150 kg. Avant, c'était déjà le cas, mais bon, évidemment, c'était pour des drones assez larges. Maintenant, à partir du 1er janvier, c'est l'Europe qui a pris contrôle sur la réglementation. Il n'y a pas grand-chose qui reste encore en termes de réglementation spécifiquement nationale, à part un concept qui est d'une importance gigantesque et c'est ce qu'on appelle les zones géographiques, que j'ai abrévié ici comme les géozones. Il y aura un arrêt ministériel qui va arriver j'espère dans les semaines à venir, mais en tout cas avant le 1er janvier, qui va clarifier quelles sont ces géozones, mais je vais y revenir un peu plus tard. Il y a deux réglementations qui sont importantes. C'est ce qu'on appelle une réglementation d'exécution et une réglementation déléguée. La réglementation d'exécution règle les conditions qui doivent être respectées pour exécuter un vol, tandis que la réglementation déléguée porte plutôt aux caractéristiques du drone et dans quelle mesure une caractéristique est obligatoire ou pas. Essayons de regarder maintenant de près et s'il y a une chose que j'aimerais bien que vous gardiez en tête pendant pour le reste de votre vie à la limite, c'est la réglementation européenne partage les vols en 3 catégories. La catégorie ouverte, la catégorie spécifique et la catégorie certifiée. Et tout d'abord, je veux déjà dire que pas mal de gens avec qui je parle ont en tête, par exemple, que l'ancienne classe récréative et l'ancienne classe 2, c'est l'équivalent du Open, de catégorie ouverte, et la partie classe 1 de l'ancien KB ou l'ancien arrêté royal porte plutôt au vol spécifique. Tout d'abord, c'est pas le cas. Oublie-le, je dirais. Hein. J'avais dit ça au début. Oublie l'ancien classe 1, l'ancien classe 2 et fais pas l'erreur à croire que la catégorie ouverte dans la réglementation européenne est l'équivalent d'une catégorie récréative. Il y aura pas mal de vols commerciaux qui seront bien exécutés dans la catégorie ouverte, par exemple. Mais allons voir peut-être un peu plus en détail. C'est assez simple. La catégorie ouverte, c'est ce qu'on appelle buy and fly. Il n'y a aucune demande d'autorisation, aucune déclaration à faire. C'est vraiment littéralement, vous achetez vos drones et vous commencez à voler. Buy and fly. Il n'y a pas de questions qui sont à se poser, sauf les géozones, mais je vais y revenir. Mais il n'y a pas, de nouveau, pas d'autorisation à demander, pas de déclaration à faire. Au milieu, vous voyez la catégorie spécifique et là, ils sont des vols un peu plus risqués et par conséquent, ça nécessite ou bien une déclaration d'exploitation, c'est-à-dire une déclaration pour dire que vous comptez suivre ce qu'on appelle un scénario standard,
ou si c'est encore un peu plus risqué et c'est pas couvert par un scénario standard, vous avez la nécessité d'obtenir une operational authorization, ou en français, plutôt une autorisation d'exploitation. Et ça se base sur une analyse de risque très spécifique. Et la troisième possibilité d'exécuter des vols dans la catégorie spécifique, c'est d'obtenir ce qu'on appelle un certificat allégé d'exploitation d'UAS. En anglais, Light UAV Operator Certificate, abrévié comme LUC. Et la catégorie un peu plus, encore plus risquée, est la catégorie certifiée. Et là, les règles de l'aviation habitée sont d'application. Je ne vais pas entrer en détail aujourd'hui là-dessus parce que pour rester sur cette catégorie-là, c'est plutôt des air taxis ou bien du transport de marchandises dangereuses, par exemple. Je ne vais pas de nouveau entrer en détail parce que là, on parle de ou bien des drones qui transportent des gens, ou bien des drones qui sont quand même d'une nature très, très, très risquée. Par conséquent, je ne vais pas y couvrir. Dans l'open catégorie, j'ai déjà expliqué, il y aura pas mal de vols commerciaux dans ce catégorie-là, y compris des vols automatisés. Et parfois, il y a une distinction à faire entre les vols autonomes et les vols automatisés. Un vol automatisé, c'est un drone qui exécute un plan de vol prédéfini, tandis un drone autonome est défini dans la nouvelle législation comme étant un drone qui est utilisé et dans laquelle le pilote n'a aucun moyen d'intervenir, c'est-à-dire le drone se comporte tout à fait autonome. Par conséquent, dans ce cas-là, on tombe dans la specific catégorie et ça vaut la peine peut-être aussi dire que le open catégorie est limité aux vols et aux exploitations en vue directe, le VLOS, tandis que les BVLOS flight, Beyond Visual Line of Sight, en vue distante, à distance, comme vous savez, ils sont très durs à obtenir aujourd'hui. Dans le futur, en tout cas dans la catégorie spécifique, ce sera nettement plus simple d'obtenir des déclarations ou même des autorisations d'exploitation, mais même aussi des déclarations. Mais je vais y toucher plus tard. Regardons peut-être de près maintenant tout d'abord les drones, parce qu'il y a pas mal de demandes et de confusion là-dessus. Tout d'abord, l'Europe a défini différentes classes de drones, C0 jusqu'à C4, et ça se fait en fonction, entre autres, du masse maximale au décollage, l'MTOM, le MTOM en anglais. Et il y a parfois des gens qui me posent des questions. J'ai un DJI et il a un MTOM de 2 kilos. Est-ce qu'il est bien C2? La réponse là-dessus est très simple. Si c'est pas marqué sur le drone même, ça veut dire qu'il n'est pas CX compliant. Et par conséquent, il ne faut jamais se poser la question si mon drone est C1 ou C2. Ça suffit de le prendre en main et de regarder ce qui est marqué dessus. Parce que chaque drone qui est CX compliant a l'obligation d'être marqué tel quel par le fabricant. Quelles sont les différentes classes? Vous voyez là sur le slide. Et là, il y a deux choses qui sont encore importantes à mentionner. Tout d'abord, les classes que vous connaissez peut-être, que vous avez peut-être entendu, C0 jusqu'à C4, sont les drones qui peuvent être utilisés dans la catégorie Open, tandis qu'il y en a deux, C5 et C6, qui peuvent être utilisés dans la catégorie spécifique pour exécuter des scénarios standards. Ça semble un peu complexe peut-être, mais je vais essayer de l'expliquer brièvement. Quelles sont les différences, ou ce qu'il faut en tout cas savoir en termes de différence avec l'ancien arrêté royal? Tout d'abord, c'est l'enregistrement de l'opérateur, de l'exploitant. Et ça, c'est différent. Et ce qui est aussi différent, c'est l'aspect Remote ID en anglais. En français, identification à distance, et le geo-awareness, c'est ce qu'on appelle la géovigilance en français, si mes souvenirs sont corrects. Mais on va voir un peu de près ces deux aspects-là. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, avant qu'on entre en détail en termes de géovigilance, c'est quelque chose que j'avais déjà mentionné auparavant. Ce sont la création, à partir du 1er janvier, des géozones. Ils sont définis au niveau national et
Là, vous voyez une capture d'écran de DroneGuide. Il faut savoir qu'à partir du 1er janvier, DroneGuide va disparaître et la carte va aussi changer. Par conséquent, les géozones vont être définies d'une manière un peu différente à ce qu'on connaît aujourd'hui. Il y en a qui sont identiques, il y en a qui sont fondamentalement différents de ce qu'on connaissait avant le 1er janvier. Et il faut savoir que dans ces zones-là, et les règles générales définies par l'Europe sont aussi bien d'application, mais il y a des règles supplémentaires qu'un pilote doit suivre dans ces zones-là. Et par conséquent, c'est tout à fait possible dans une zone particulière, on ne peut voler avec un certain type de drone, par exemple, où il faut avoir une autorisation de vol, où il faut se limiter à une hauteur inférieure à ce qui est normalement possible selon les règles selon les règles générales. Et ça, c'est ce qu'on appelle les géozones. Pourquoi est-ce que ces géozones sont importantes? Ben, tout d'abord, en effet, parce qu'elles définissent les règles locales qui sont plus importantes que les règles génériques. Et d'ailleurs, il faut savoir que ces règles qui sont liées à des géozones sont aussi bien d'application pour des catégories open que pour spécifiques que pour certified. Tout le monde, dans toutes les circonstances, doit suivre ou doit obéir aux règles qui sont liées à une géozone. D'ailleurs, ces géozones, comme vous savez, ne sont pas encore publiées par la DGTA, mais avant le 1er janvier, ce serait bien le cas. On espère tous que ça serait plutôt tôt que tard, mais on va voir. Je vous montre juste un petit scoop en termes de quelles sont les différences. Vous voyez là une capture d'écran du géozone lié à l'aéroport de Bruxelles et plus particulièrement au CTR de Bruxelles. Comme vous savez peut-être aujourd'hui, le CTR est une bloc assez monotone. Dans le futur, à partir du 1er janvier, il sera partagé en 3 parties. Une partie noire qui s'appelle la VLL 0, dans laquelle les règles les plus strictes sont d'application, mais une autre zone qui s'appelle la VLL1, que vous voyez en rouge, qui est un peu moins stricte, et là, alors, une zone jaune qui est considérée comme étant un risque assez bas, dans laquelle il n'y a pas, par exemple, une nécessité ou dans laquelle la notification va être plutôt automatique. Mais je ne vais pas entrer en détail, ce n'est pas le but de cette présentation-là. Je vous montre juste ça pour vous faire rendre compte du fait qu'à partir du 1er janvier, il y a pas mal de changements aussi dans les géozones et certainement dans les CTR gérés par Skies. C'est quoi alors la géovigilance, geo-awareness en anglais? Ben, l'Europe a pris ce concept-là, c'est-à-dire les zones qui sont définies du point de vue géographique. Le but, c'est que le drone soit conscient de ces zones-là et commence à avertir le pilote dans le cas où le drone risque d'entrer dans une certaine zone sans que le drone ou le pilote se rend compte de ce fait-là. C'est évidemment un risque qui est connu aujourd'hui, qu'ils ont voulu faire disparaître, et ça se fait à travers une caractéristique qui s'appelle géovigilance, c'est-à-dire votre drone sera muni d'une carte, et une carte qui sera identique aux cartes du géozone. Et le but, de nouveau inventé par l'Europe, c'est que le pilote ne peut plus dire qu'il n'était pas au courant du fait qu'il commençait à voler dans une certaine zone. Vous connaissez peut-être tous la feature qui s'appelle geofencing dans les DJI. Et ça rend impossible de voler avec un DJI dans l'aéroport, par exemple. Ben, l'équivalent va se faire d'une façon nettement plus générale pour tous les drones qui sont CX compliant, c'est-à-dire ils seront tous geo-aware, c'est-à-dire ils vont tous avoir cette carte-là afin d'avertir le pilote s'il se promène ou s'il veut essayer d'exécuter un vol dans une certaine zone. C'est ce qu'on appelle la géovigilance. Ce
qui est peut-être important à savoir que la géovigilance n'est pas équivalent à ce qu'on connaît dans les DJI qu'on appelle le geofencing, c'est-à-dire ça va simplement avertir le pilote. Ça ne va pas prendre contrôle du drone du point de vue technique et par conséquent, ce sera toujours possible de décoller, par exemple, avec un drone qui est geo-aware, qui a du géovigilance. Et ça, c'est la différence, entre autres, avec le geofencing. C'est peut-être un petit détail, mais bon. Comme j'ai essayé de montrer au début, il y aura une obligation d'enregistrement de l'exploitant à partir du 1er janvier, ce qui est tout à fait différent avec l'immatriculation du drone qui est comme on le connaît aujourd'hui. À partir du 1er janvier, il n'y a plus de nécessité d'immatriculation de votre drone. Ça n'existerait plus. Le Oscar comme on le connaît pour les drones aujourd'hui va disparaître et n'est plus relevant à partir du 1er janvier. Alors, la question qui peut se poser, c'est que comment est-ce qu'on peut savoir à qui appartient le drone alors? Ça se fait à travers ce qu'on appelle le Remote ID, en français, identification à distance. Et c'est quoi l'identification à distance? C'est assez simple dans ce sens que c'est maintenant le drone, ou plutôt dans le futur, c'est le drone qui va émettre un signal, ou bien en Wi-Fi ou en Bluetooth, dans laquelle se trouve l'information nécessaire afin de savoir à qui appartient le drone. De nouveau, il n'y aura plus l'immatriculation du drone, mais ce qu'on peut retrouver dans ce signal-là, c'est tout d'abord le numéro d'enregistrement de l'opérateur. Et là, vous pouvez peut-être poser la question, comment est-ce que ce numéro-là va se trouver dans le drone? Parce que c'est un numéro qui est lié à l'exploitant et par conséquent, il va être identique pour tous les drones qui sont utilisés par le même exploitant. Eh bien, c'est assez simple, c'est une obligation du pilote de mettre dans son drone-là le numéro d'enregistrement de l'exploitation, de l'exploitant, et combiné avec le numéro de série qui est aussi dans le signal, évidemment, ça devient une combinaison qui est tout à fait unique, c'est-à-dire on peut savoir à quel exploitant le drone appartient et on peut savoir son numéro de série. Par conséquent, il y a une identification unique qui se fait. Mais à part l'identification, dans ce signal, il doit se retrouver aussi, et c'est assez important évidemment, sa position tout d'abord, mais aussi la position du pilote ou, si ce n'est pas possible, la position du take-off point, ce qui permet évidemment, par exemple, à la police, avec un récepteur qui est compatible au Direct Remote ID, de savoir à qui appartient le drone, mais plus particulièrement aussi où se trouve le pilote ou à quel endroit il a décollé. Le but, évidemment, c'est de savoir un peu plus d'un drone qui se promène en air. Voilà la partie Remote ID. Il y a pas mal de questions parfois sur le géovigilance. C'est quoi, à partir de quel moment et dans quelles circonstances mon drone doit être géovigilance compatible. Le Direct Remote ID dans le Open catégorie, il est obligatoire pour tous les drones C1, C2, C3. Et là, il y a pas mal d'entre vous qui savent très bien qu'il n'y a aucun drone qui est CX compliant aujourd'hui sur le marché. Tous les drones sont non CX compliant parce qu'il n'y en a pas. Même DJI n'a pas mis sur le marché encore une drone qui est C1, C2, C3, peu importe le C. Il n'y en a aucun DJI qui est CX compliant. Mais le jour où ils arrivent, par conséquent, ça sera obligatoire d'activer le Direct Remote ID. Ce ne sera pas trop dur parce que c'est un drone CX par défaut, par définition, a ce caractéristique-là dans le drone. Mais quitte alors avec tous les drones qui ne sont pas CX compliant, c'est-à-dire le drone que vous avez aujourd'hui, pour tous ces drones-là, ou bien des drones qui sont fabriqués en titre personnel, ou des drones très petits, c'est-à-dire le C0, ou des drones modulaires, ce sont des C4, là, le Remote ID n'est obligatoire si c'est imposé par la géozone. La même chose existe pour les catégories spécifiques. Le Direct Remote ID, la géovigilance n'est que obligatoire si c'est imposé par la géozone et d'une façon générale pour tout le monde à partir d'une drôle de date d'ailleurs, le 2 décembre
2021. Voilà la partie Direct Remote ID. Regardons maintenant un peu de près et on va laisser les drones derrière nous, la classification CX et les drones non CX compliant, pour regarder un peu de près quels sont les types de vols qu'on connaît. J'avais déjà mentionné les 3 catégories, mais avant d'entrer dans les détails des 3 catégories, je vais quand même répéter que peu importe la catégorie de vol, soyez conscient du fait qu'il faut toujours respecter aussi bien les règles liées aux géozones. Je vais le répéter plusieurs fois probablement. Quelle est la catégorie Open? Je l'ai déjà mentionné, low risk, il n'y a pas nécessité d'avoir une autorisation. Le drone peut quand même avoir une masse maximale au décalage qui peut monter jusqu'à 25 kg. Et en général, sauf si c'est différent pour les géozones, mais en catégorie ouverte, vous pouvez monter jusqu'à 120 mètres. Et vous êtes obligé de rester en exploitation en vue directe, c'est-à-dire en VLOS. Ce sont les caractéristiques assez brèves de catégorie ouverte. J'avais déjà mentionné que je ne vais pas entrer en détail pour la catégorie certifiée. Pour la catégorie spécifique, j'avais déjà dit qu'il y a 3 possibilités. Ou bien il y a une déclaration d'exploitation due au fait que vous êtes prêt à suivre ce qu'on appelle un scénario standard. Et là, une simple déclaration suffit. Si votre vol est tellement risqué qu'il n'est pas couvert par un scénario standard, là, il faut avoir une analyse de risque et il y a moyen alors, par conséquent, d'obtenir une autorisation d'exploitation qui se base sur cette analyse de risque et qui vous permet d'exécuter un type de vol dans certaines circonstances. Il y a pas mal de malentendus aussi là-dessus. Les gens parfois pensent qu'un operational authorization, en français, une autorisation d'exploitation est liée à un vol à un certain endroit, comme était le cas pour une dérogation. C'est pas vrai. Une exploitation ou une autorisation d'exploitation n'est pas liée à un certain endroit, n'est pas liée à des coordonnées GPS. Une autorisation d'exploitation est liée à une sorte de vol avec une sorte de risque dans certains endroits, mais certains endroits fait référence alors aux caractéristiques de l'endroit et pas nécessairement aux coordonnées GPS qui sont liées à cet endroit-là. C'est une différence assez importante à savoir. Je ne vais pas entrer en détail non plus sur ce qu'on avait dit, ce que j'avais mentionné, un Light UAV Operator Certificate, un LUC. Ça a l'air d'être light et pas, c'est un peu drôle que ça a porté ce nom-là, mais un LUC, en effet, est assez compliqué et c'est un certificat que vous pouvez obtenir quand vous êtes certifié comme organisation, que vous avez un safety management system en place. Bref, ce sont des organisations qui peuvent sortir et qui peuvent déclarer leur propre autorisation d'exploitation. C'est assez exceptionnel, mais bon, ce sont évidemment des organisations qui sont, comme je dis, qui sont tout à fait certifiées et qui ont un SMS en place. Voilà l'overview de toutes les catégories. Pour entrer un peu en détail maintenant dans le Open catégorie, il me reste encore quelques minutes. Et là, il faut savoir que le Open catégorie est sous-divisé en 3 catégories. La Open A1, Open A2 et Open A3. Et quelles sont les caractéristiques du A1, A2, A3? Ben, c'est assez simple. La A1, ce sont des conditions de vol dans lesquelles vous pouvez voler au-dessus des gens. La A2, c'est tout près des gens, et A3, c'est par définition assez loin des gens. Il faut savoir que EASA a défini le risque plutôt en regardant que le risque associé aux gens, et pas nécessairement associé au risque de bâtiments, par exemple, ou d'autres obstacles. Ça n'a rien à voir. Essayons maintenant de voir un peu plus en détail toutes ces sous-divisions. Commençons par la A1. Tout d'abord, la A1 exécutée avec un vol qui pèse en dessous de 250 grammes. Et un drone C0, par définition, est dans cette catégorie-là. Mais si vous avez votre propre drone existant, par exemple, qui n'a pas CX compliant et il pèse moins que 2, en tout cas,
il a une masse au décollage qui est en dessous de 250 grammes. Et là, vous pouvez voler partout au-dessus de tout le monde, à la limite. Le drone est tellement léger que l'Europe l'a jugé comme étant impossible de faire du mal. Vous pouvez voler partout, sauf de nouveau si c'est euh, pas possible, comme indiqué dans les géozones. Comme je dis toujours, les géozones restent d'application partout. Mais dans le A1, avec un drone en dessous de 250 grammes, vous pouvez voler partout, sans autorisation. La deuxième catégorie en A1, c'est ce qu'on appelle la A1C1, parce que c'est exécuté avec un drone qui a une certification ou un label C1. Et de nouveau, il n'y en a pas sur le marché aujourd'hui, mais le moment où le drone C1 arrive, et par définition, il pèsera en dessous de 900 grammes, là, de nouveau, il est possible de voler au-dessus des gens, mais ils doivent, comme on dit en anglais, involved, c'est-à-dire ils doivent être participants de l'opération du UAS, de drone. Ce sont des gens qui se sont mis d'accord explicitement et individuellement avec le risque qui est associé à ce vol-là, et par conséquent, dû au fait qu'ils ont accepté ce risque, ça devient possible pour le pilote de voler au-dessus de ces gens-là. Et par conséquent, ce catégorie-là, je crois 900 grammes, c'est pas rien non plus. Vous pouvez voler au-dessus des gens. Il n'y a pas vraiment trop de limitations en termes de gens qui sont d'accord de participer, et même pour ceux qui ne sont pas d'accord, quelqu'un qui vient de passer en vélo, en moto, en voiture, si c'est quelque chose qui se passe inattendu, il y a la possibilité quand même de le faire. Ça, c'est la classe Open A1C1. Maintenant, dans la classe A2, ce sont des drones C2, ils pèsent un peu plus, au-dessus de, ou en dessous de 4 kilos, ce qui est déjà pas mal. Et là, vous pouvez de nouveau voler au-dessus des gens, pour autant qu'ils se sont mis d'accord explicitement et individuellement. Si ce n'est pas le cas, ils sont considérés comme étant uninvolved, et par conséquent, il faut apprendre une distance qui est au moins 30 mètres, ou ça peut descendre jusqu'à une distance de 5 mètres si le drone est utilisé en ce qu'on appelle low speed mode. Mais vous êtes obligé d'utiliser un drone C2. De nouveau, il n'y en a pas de C2 sur le marché aujourd'hui. D'ailleurs, si c'est le cas pour chaque vol dans la catégorie ouverte, vous ne pouvez pas voler au-dessus des rassemblements des gens. Et par conséquent, cette catégorie-là, A2, est vraiment très adaptée à être utilisée pour des vols tout à fait commerciaux. Comme j'ai dit au début, ne faites pas l'erreur de croire que la catégorie ouverte est exclusivement pour des gens récréatifs. C'est certainement pas le cas. Et en plus, il y a une catégorie qui s'appelle la A3. Là, vous pouvez utiliser votre drone que vous avez aujourd'hui, mais il faut prendre une distance à 150 mètres de toute activité résidentielle, commerciale ou industrielle ou récréative. C'est une limitation assez forte, évidemment, mais bon, c'est pour éviter qu'il y aura des risques vis-à-vis des gens, vu le fait que le drone peut monter jusqu'à 25 kilos. Voilà la catégorie Open. Parfois, il y a une question, quoi avec les vols FPV? Un vol FPV est considéré même comme étant une exploitation en vue directe, et par conséquent, il peut se faire en catégorie Open, pour autant qu'il y a un UAE, ce qu'on appelle un observer, tout près du pilote. C'est un petit détail peut-être. Je vous laisse ce tableau-là pour regarder un peu plus tard. La question qui arrive nettement souvent aussi, c'est quelles sont les compétences qu'un pilote doit avoir afin d'exécuter des vols en catégorie ouverte? La distinction à faire entre, comme j'ai expliqué, la A1, A2, A3. La A1, là, c'est assez simple. Ça suffit de prendre un petit training online et un petit examen qui est d'ailleurs organisé, ou qui va être organisé et mis à la disposition par la DGTA sur le site internet. De nouveau, assez simple, un petit training, un petit test online organisé par la DGTA sur le site internet. Et là, vous avez ce qu'on appelle un Proof of Completion of Online Theoretical Knowledge Examination. C'est simple.
Quelles sont les conditions? Ben, il faut avoir au moins 14 ans et en Belgique, à travers le nouveau arrêté royal qui vient de sortir, tous les pilotes classe 1 et classe 2 ont quand même, dans une certaine degré, une exemption, c'est-à-dire ils ne seront pas obligés de prendre tout le training et tous les tests, vu le fait qu'ils ont déjà leur attestation ou bien la licence. Et là, ça va être limité à un petit test encore plus réduit qui ne porte que sur les changements pour la législation européenne. Pour la classe A2, de nouveau, ça c'est la classe avec des drones qui sont quand même nettement plus ou moins légers et qui portent quand même un risque le plus élevé dans la catégorie Open. Et par conséquent, là, le pilote doit quand même faire un petit examen, de nouveau organisé par la DGTA en classe. C'est pas online, mais en classe organisé par la DGTA pour obtenir ce qu'on appelle un Certificate of Remote Competency. C'est un test qui est tout à fait théorique. Il n'y a aucune nécessité de faire un test ou un examen pratique dans le futur. Ça suffit que vous, comme pilote, faites une déclaration que vous avez fait ce training vous-même. Par conséquent, pas nécessité de faire de training pratique. Néanmoins, je vais quand même dire que ça me semble quand même une bonne idée, hein, même si du point de vue réglementation, c'est plus nécessaire. Ça peut être évidemment un self-training, mais vous faire aider par quelqu'un d'autre ne me semble pas nécessairement une mauvaise idée. Quelles sont les conditions? Il faut avoir au moins 16 ans cette fois-ci. Et de nouveau, il y a des exemptions qui sont d'application pour des pilotes, mais dans cette catégorie-là, que pour des pilotes actuels en classe 1. Les pilotes classe 2 n'ont pas d'exemption dans ce test théorique qui va se faire en classe pour la DGTA. Pas de bol, je dirais. Le Certified, je vais le skipper. Je vais aller un peu plus vite en termes de catégories spécifiques. Comme j'ai expliqué, il y a même trois possibilités. Ou bien du côté droite, une déclaration peut suffire si vous arrivez à respecter ce qu'on appelle un scénario standard, ou bien, si c'est encore plus risqué, il vous faut une autorisation d'exploitation qui se base sur ce qu'on appelle un SORA, Specific Operational Risk Assessment, une analyse de risque spécifique. Je ne vais pas entrer en détail ici, il n'y a pas vraiment de limitation du côté drone, ça peut être n'importe quel drone. Il y a une obligation à partir du 1er décembre de porter l'identification à distance. Et pour exécuter des scénarios standards, il vous faut, à partir du 2 décembre, un drone C5 ou C6. Je vais skipper la déclaration et les scénarios standards parce qu'ils ne sont en effet disponibles à partir du 2 décembre. Et là, vous voyez, je ne vais pas aller en détail, mais vous pouvez trouver là les conditions qu'il faut respecter afin de suivre ce scénario. De nouveau, ce scénario n'existe pas, mais au niveau belge, on est en train de travailler, ou on a travaillé dans le Civil Drone Council, une proposition de ce qu'on appelle un scénario standard belge, qui va remplacer le standard scénario au niveau européen. En tout cas, on espère qu'il va sortir aussi vite que la géozone. Il y a un arrêt ministériel qui est en préparation par la DGTA. Et là, vous pouvez voir que, vu le fait qu'un drone C5 n'existe pas, il y aura la possibilité de suivre un scénario standard en utilisant un drone qui est certifié, homologué, par des procédures qui étaient décrites dans l'arrêt royal qui existe encore aujourd'hui. L'Europe a défini un deuxième scénario standard qui porte même sur des vols bivilos, qui permet de voler en bivilos en Belgique, mais ça ne sera d'application d'à partir du 2 décembre de 2021. Il faut encore rencontrer un petit peu. Je ne vais pas aller en détail pour la catégorie spécifique qui porte sur l'autorisation d'exploitation, parce que là, il vous faut un SORA, un Risk Assessment, ce qui est assez compliqué, assez vaste,
à cause du fait que ça considère des vols qui sont considérés comme étant quand même assez risqués. Et là, il y a toute une procédure à suivre pour faire une analyse de risque sur laquelle la DGTA va se baser pour vous donner une autorisation d'exploitation. Et comme j'ai dit au début, une autorisation d'exploitation n'est pas liée à un certain vol, mais c'est lié à un certain type de vol fait à certains types d'endroits. Et évidemment, ça se base sur exactement ce SORA. C'est une analyse de risque qui est de nouveau pas liée à des endroits GPS, mais plutôt à des caractéristiques de l'endroit où le vol est exécuté. Mais pour rendre les choses un peu plus simples, en termes de executive summary, je dirais, qu'est-ce qui reste à faire pour un pilote? Tout d'abord, je dirais, à tout moment, faites votre analyse de risque. Sachez bien ce que vous faites concrètement, et dès que ça c'est fait, il y a encore 3 étapes ou 4 étapes à suivre. Si vos conditions de vol tombent dans les conditions open, il vous faut rien. Ça suffit de décoller. Ça, c'est le principe de l'open category. Si ce n'est pas le cas, si vous n'arrivez pas à respecter les conditions du open category, il faut alors regarder dans quelle mesure vous êtes prêt à suivre un scénario standard. C'est-à-dire, est-ce que ce scénario standard suffit à faire pour ce que vous voulez faire? Si ce n'est pas le cas, pas de bol, il faut alors aller dans ce qu'on appelle un SORA-based autorisation d'exploitation, comme je viens d'expliquer. Et en tout cas, même si vous voulez en open ou en spécifique standard scenario, il ne faut jamais oublier de regarder les géozones pour se rassurer que les règles qui sont d'application soient bien suivies. Voilà, c'est, je dirais, l'explication sur les règles européennes. C'est assez vaste et assez complexe, je me rends compte. Mais il y a pas mal de questions qui restent quand même en termes de transition. Comment est-ce qu'on va aller de l'arrêté existant vers les nouvelles règles? Je vais expliquer ça en quelques minutes. Je vais oublier les nouvelles, mais il faut quand même, ou j'aimerais bien que vous sachiez bien qu'une operational authorization, c'est-à-dire une autorisation d'exploitation, n'est pas le même que d'une autorisation de vol. Un operational authorization est tout à fait différent qu'un flight authorization. Un operational authorization, une autorisation d'exploitation en français, est donnée par la DGTA et que par la DGTA. Comme je viens de dire au début, ça se fait dans le cadre d'une catégorie spécifique pour des vols assez risqués, tandis qu'une autorisation de vol n'est jamais donnée par la DGTA et ne peut être d'application que dans un géozone où c'est exigé. Et un bon exemple, évidemment, sont les CTR. Le SKIES exige bien une autorisation de vol dans les CTR et les géozones, les CTR vont devenir des géozones à partir du 1er janvier. Mais il me semble quand même important de savoir cette distinction-là entre une autorisation d'exploitation et une autorisation de vol. Deuxième distinction à faire, c'est que comme vous savez peut-être, dans la classe 1 actuellement, il faut notifier les vols. À partir du 1er janvier, ça n'existe plus. Et il faut quand même faire la distinction entre un operational declaration, en français une déclaration d'exploitation, et une notification de vol. Pour revenir aux déclarations d'exploitation, c'est lié à le fait que vous pouvez suivre alors un scénario standard. C'est un petit papier à envoyer au DGTA. C'est une déclaration d'exploitation dans laquelle vous avertissez la DGTA que vous comptez faire quand même des standard scénarios. Il ne faut même pas dire où vous allez exécuter. C'est de nouveau pas lié à un endroit, c'est lié à une sorte d'endroit. Et ça suffit de faire ces déclarations-là auprès du DGTA. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez exécuter des scénarios standards et c'est votre responsabilité de vous rassurer que c'est bien le cas. C'est tout à fait différent ou ça n'a rien à voir avec une notification, parce qu'une notification, de nouveau, ne peut être demandée que dans certains géozones. Si le géozone manager, par exemple, exige que les pilotes met au courant le géozone manager à travers les notifications, eh bien, c'est
Alors, obligatoire pour tout le monde à cet endroit-là, aussi bien open que spécifique ou certified. Je ne vais pas aller en détail sur les nouveaux cours et les nouveaux licences. Je peux peut-être y revenir plus tard. Quelles sont les périodes de transition? Il y a pas mal de questions parfois sur l'utilisation des drones que vous avez en possession aujourd'hui, qui sont par définition non CX compliant. Est-ce que vous pouvez le jeter à la poubelle ou qu'est-ce que vous pouvez encore faire avec votre drone que vous avez actuellement en possession? Ben, la réponse est simple. Spécifiquement pour ces raisons-là, l'Europe a créé ce qu'on appelle le Limited Open Category. C'est une catégorie qui reste disponible jusqu'au 1er janvier 2023. Et ça a plus ou moins équivalent au Open Category que je viens d'expliquer, mais c'est quand même un peu plus moins risqué. C'est-à-dire, si votre drone ne porte pas de label CX, mais son MTOM est en dessous de 500 grammes, pas 900 grammes dans la open catégorie, mais en dessous de 500 grammes, et là, vous pouvez voler en condition A1, C1 dans la open catégorie. C'est-à-dire, you cannot intentionally fly over uninvolved people, mais vous pouvez quand même voler tout près des gens. Et ça, c'est pour des drones qui pèsent en dessous de 500 grammes. Des drones existants qui ne portent pas de label mais qui pèsent en dessous de 2 kg, ils peuvent voler à une distance minimale de 50 mètres. Et si votre drone pèse moins de 25 kg, vous pouvez en tout cas voler en condition A3. Et vous pouvez peut-être vous rappeler le fait que le A3 est caractérisé par le fait qu'il y a une distance minimale de 150 mètres. Quelles sont les compétences? Ben, les compétences sont les mêmes que dans les open catégories que je viens d'expliquer. Au moins, ça c'est simple. Alors, la question suivante qui se pose, qu'est-ce que je fais avec mon drone après le 1er janvier 2023 que je viens d'acheter peut-être hier ou que je vais acheter la semaine prochaine? Est-ce qu'à partir du 1er janvier, je peux le jeter à la poubelle? Et là, la réponse de nouveau est non. Même si ces périodes de transition de Limited Open Category se finit au 1er janvier, il y a quand même moyen de continuer avec votre drone existant, pour autant qu'il continue à voler, pour autant qu'il fonctionne. Mais là, vous êtes limité dans des conditions de vol ou bien à 1, c'est-à-dire en dessous de 250 grammes, ou bien à 3. Et par conséquent, la plupart des drones existants actuellement, ils vont être obligés de faire des vols en conditions A3. Et là, la fameuse limitation de 150 mètres devient d'application. Voilà, je fais référence à une présentation qui est disponible sur le site internet du DGTA, mais quelle alors la conclusion que vous pouvez retrouver là? J'ai essayé de le mettre dans un seul slide parce que c'est assez simple. Si vous avez encore actuellement des autorisations d'exploitation classe 1A ou des déclarations classe 1B, pour autant qu'ils sont valables, y compris les dérogations qui sont éventuellement liées à cette autorisation d'exploitation 1A, pour autant qu'ils sont valables, et ils ont tous une date. Et entre-temps, la DGTA, en effet, n'a plus sorti des nouvelles autorisations avec une date qui est plus tard que le 1er janvier 2021. Mais pour autant que votre autorisation est encore valable, vous pouvez continuer à exécuter des vols pour autant qu'ils respectent évidemment les conditions qui sont liées à votre classe 1A, par exemple, à votre manuel d'exploitation. Dans ce sens-là, l'ancien KB reste valable ou reste d'application, mais que pour des autorisations qui sont encore valables. Si votre autorisation classe 1A, par exemple, se finit le 1er mai, ben, vous êtes obligé de suivre les règles européennes à partir du 2e mai. Et jusqu'au 1er mai, vous pouvez encore continuer à exécuter des vols de nouveau, pour autant que vous respectez vos conditions classe 1A, évidemment. Mais il y a un grand mais. Et le grand mais, évidemment, est assez simple, c'est qu'à partir du 1er janvier, même si vous exécutez encore des vols qui sont couverts par une autorisation classe 1A de l'ancien KB, vous êtes quand même déjà obligé de suivre les règles liées aux géozones.
que vous ne connaissez pas encore. Je suis tout à fait conscient de ça. La DGTA n'a pas encore publié ces géozones. C'est un arrêt ministériel qui est en cours d'établissement et qui est en cours de finalisation, mais n'est pas encore publié. Pour tous ces gens-là qui n'ont plus d'autorisation valable, eh bien là, l'obligation sera là de respecter les règles européennes avec toutes ces obligations associées à ces règles que je viens d'expliquer à partir du 1er janvier. Et pour finir, je répète, Open Specific Certified, Open c'est buy and fly, Specific, il y a quand même une analyse de risque de faire ou bien un scénario standard à suivre. Et pour donner un summary pour finir, c'est assez simple. Vous êtes obligé de suivre les règles générales européennes, mais à tout moment aussi respecter les règles liées aux géozones. Et je fais référence aux géozones de Bruxelles qui vient de changer ou qui va changer le 1er janvier. Voilà, c'est assez simple. Les règles générales sont claires. Il n'y a aucune nécessité de faire des autorisations de vol. S'il y a une autorisation de vol, c'est par conséquent lié à des géozones. Voilà, je ne veux pas mentionner le Death by PowerPoint, mais si pour tous les gens qui croyaient que le KB était complexe, je veux peut-être quand même faire référence au fait que les règles européennes ne sont pas tout à fait simples non plus. Et je vous laisse quand même encore quelques minutes. Je m'excuse, ça a pris un peu plus de temps, mais il y a encore moyen de poser la question. Et j'espère que d'entre-temps, j'ai déjà répondu à pas mal de questions avant qu'ils soient posées. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci, merci. Ça paraît en effet tellement simple, c'est incroyable. Non, merci pour cette simplicité, d'avoir vulgarisé les choses. Alors, pour la petite histoire, nous, on avait notre liste de questions qui avait été posée par différentes personnes qui ne pouvaient pas nous rejoindre aujourd'hui et qui nous avaient demandé certaines infos. On les a toutes barrées. Donc, les réponses étaient déjà dans ta présentation. Donc, c'est une bonne chose. Ceci dit, si parmi vous certains ont des questions, même principe que tout à l'heure, soit vous l'inscrivez dans le chat, soit vous désactivez votre micro pour qu'on puisse vous entendre, ou alors vous levez la main, mais pour pouvoir lever la main, ça va, j'ai une vue sur tout le monde, donc je peux repérer les mains. La parole est à vous, si vous avez des questions. C'était clair à ce point-là, apparemment. Moi, j'ai une question. Oui, vas-y. Je voulais savoir par rapport aux dérogations qui sont encore en cours, parce que du coup, là, avec l'exemple que tu nous as donné, la zone jaune de la CTR de Bruxelles, est-ce que c'est une zone dans laquelle il faudra quand même avoir des dérogations ou l'équivalent? Parce que moi, disons que j'ai une dérogation sur Bruxelles, est-ce que dans la partie jaune, j'aurais toujours besoin de ma dérogation pour voler ou je pourrais voler sans la dérogation? Pour répondre à cette question-là, pour revenir à ça, je peux peut-être utiliser ce dessin-là. Une dérogation n'est valable qu'au moment où il n'est pas soumis à des conditions des géozones. J'essaie d'expliquer. Votre dérogation que vous avez actuellement dans un CTR, à la limite, est tout à fait remplacée maintenant par les conditions imposées par la nouvelle géozone du CTR. Et je dirais, une dérogation qui est attribuée dans une zone qui, entre-temps, n'est plus de zone, évidemment, reste valable. Mais for all intents and purposes, comme on dit en anglais, votre dérogation existante sera plus valable, en tout cas, ne va pas vous libérer de l'obligation de suivre les nouvelles règles associées aux géozones. Est-ce que ça répond à votre question? Je ne vais pas dire que vous pouvez jeter votre dérogation à la poubelle, ce n'est pas le cas, elle reste valable, mais vu le fait qu'il y aura d'autres conditions qui sont d'application et obligatoirement d'application à partir du 1er janvier, c'est ces nouvelles règles-là que vous devez suivre. Évidemment, ils ne sont pas encore connus, ils ne sont pas encore publiés par l'arrêt ministériel, parce que l'arrêt ministériel n'est pas encore publié et par conséquent, SKYS n'a pas pu publier non plus les nouvelles conditions à respecter dans un CTR. Tout ce que je peux vous dire, que ces conditions sont quand même devenues nettement plus intéressantes, c'est-à-dire ce zone jaune que vous voyez là,
nécessite est une zone dans laquelle l'autorisation soit faite d'une façon automatique et il n'y aura plus nécessité d'appeler le tour, par exemple, dans ce zone jaune, pour autant que vous restez en dessous de 400 pieds. Mais bon, je ne vais pas expliquer tous les détails des nouveaux règles parce qu'ils ne sont pas encore publiés. C'est pas parce que je ne veux pas les expliquer, mais ils ne sont pas encore publiés. Mais je dirais ils seront moins stricts que les conditions que vous pouvez retrouver dans vos dérogations actuellement. D'accord. Ça va, merci. Alors, on a une autre question sur le chat qui est en néerlandais. Alors, pour gratifier tout le monde de mon accent néerlandais, Jean-Pierre, si tu as accès, comme ça, tu peux la lire directement. Est-ce que tu le vois? Attends un petit instant, où sont les Non, chats? je la lis, hein, mais Où sont les chats? Je cherche les chats. Oui, je vois les chats. tu as le conversé et là, tu as un message d'Elias Vandenberg concernant les vols FPV. Attends, je vais voir. Elias van den Bergen. Nog een vraagje over FPV-vliegen. In Nederland dient dit inderdaad ook te gebeuren met hulp van een waarnemer, maar daar wordt het wel enkel toegestaan in open subcategorie A3. Zal dit in België ook gelimiteerd worden tot A3 of hier ook mogelijk binnen A1 en A3, mits respecteren van technische vereisten CE? Het antwoord, je vais répondre en néerlandais et en français par après peut-être. De Nederlandse situatie, ik denk wat je nu naar refereert, is de huidige situatie. Dus de voorwaarden waar MPV-vluchten mogelijk zijn overal in Europa dezelfde. Dus je kan FPV vliegen in de open categorie, zolang er een waarnemer naast jou aanwezig is. De enige afwijking die daarop kunnen gebeuren is door middel terug van een geozone. Ce que j'essaie d'expliquer ici, c'est qu'un vol FPV est toujours possible en catégorie open, partout en Europe même, pour autant qu'il y a un observer à côté du pilote. FPV, tout à fait possible en open catégorie. Pour autant, évidemment, que vous respectez les conditions du drone. Hein. Ça ne veut pas dire que FPV, vous pouvez le faire avec un drone qui pèse 50 kilos, par exemple. Mais pour autant que vous respectez les règles qui sont d'application dans le open catégorie en termes de drone, en termes d'auteur de vol, ça n'a aucune différence si vous le faites en VLOS ou en FPV. Sauf s'il y a une géozone qui le dit autrement. On peut peut-être s'imaginer qu'il y a une géozone qui dit dans ce zone-là, même si c'est possible en open catégorie, dans ce zone-ci, on va quand même le rendre impossible ou obligatoire de le faire autrement. Parfait, merci beaucoup. Alors, une dernière question peut-être, j'en vois encore une sur le chat, donc qui est: pour un pilote classe 1A, il y a la facilité pour obtenir son autorisation Open A2. Par contre, pour pouvoir voler en spécifique dans les standards qui sont définis, faut-il aussi passer les examens complémentaires à la classe Open A2? J'essaie de répondre à ces questions-là si j'ai bien compris et je vais revenir au slide que j'ai présenté au début, c'est-à-dire ici. Ce sont les exigences en termes de licence pour le Open Category. C'était la réponse en effet. Dans la A1, A3, comme je dis, c'est assez simple. Dans la A2, ce qui est le plus risqué, là, il y a une exemption pour des pilotes classe 1. D'ailleurs, il n'y a pas une classe 1A ou classe 1B quand on parle de pilote. Hein. Il y a bien une opérateur, un exploitant classe 1A ou classe 1B, mais un pilote n'est jamais A ou B. À la limite, il est toujours classe 1. Mais bon, c'est un petit détail. Ici, en effet, pour voler dans la classe A2, vous avez une exemption. Pour revenir à la question en termes de catégorie spécifique, là, dans la catégorie spécifique, il n'y a pas vraiment, j'ai peut-être allé un peu trop vite, quelles sont les compétences qui sont requises dans la catégorie spécifique? Eh bien, ils sont définis dans le scénario standard. Et comme j'ai expliqué, les scénarios standards européens, ils sont définis ou ils sont d'application à partir du 1er décembre. Il y a une proposition de scénario standard belge, et là, l'exigence, c'est en effet que vous avez votre licence classe 1. Ça, c'est pour la partie scénario standard. Pour la partie autorisation d'exploitation en termes ou qui se base sur une analyse de risque, là, c'est à vous de montrer
Il y a un choix à faire. C'est peut-être un peu compliqué, mais il n'y a pas des exigences prédéfinies dans la catégorie spécifique qui se base sur un SORA. Évidemment, si vous avez déjà votre classe 1 existant, ça va vous aider à montrer au DGTA que vos compétences sont assez hautes. Mais si vous arrivez à faire un SORA dans laquelle vous avez d'autres mesures de mitigation, mitigation measures, je ne sais même pas si c'est le mot correct en français, mais si vous avez d'autres mitigation measures sans que vous avez votre classe 1, mais peut-être votre drone à 300 parachutes et je ne sais pas quoi, mais si vous arrivez à convaincre la DGTA que votre SORA est bien acceptable sans que vous avez du training, c'est tout à fait possible. C'est un cas un peu exotique peut-être, mais juste pour vous dire qu'il n'y a pas d'exigence prédéfinie en termes de compétences du pilote dans la catégorie spécifique si vous vous basez sur un SORA. C'est à vous de montrer. Ça semble un peu bizarre peut-être, mais c'est bien le cas. Merci Jean-Pierre. Alors, il y a encore d'autres questions, mais ce que je propose pour rester dans le timing, c'est que vous les postiez sur le chat de cet événement, et puis on y répondra par la suite directement sur la page Facebook d'ID2Move, comme ça tout sera compilé et on peut passer à l'orateur suivant. Merci encore une fois Jean-Pierre pour ton temps précieux et toutes ces explications. Comme on peut le voir, ça a été utile, je pense, pour beaucoup de monde.